Bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met en lien les outils du Web 3.0 avec les outils de l'intelligence artificielle de la blockchain, sans oublier de l'univers de la finance et du business Web 3.0. Et comme aujourd'hui, l'actualité semble être plus fructueuse avec la situation de guerre que l'on peut retrouver du côté du Hamas avec la société israélienne et même Binance qui se retrouve impliqué dans des conflits d'intérêts vis-à-vis du fait qu'il soit un échangeur de crypto et qui aurait quelque chose à cacher en lien avec les sociétés de Gaza. Et par ce fait, beaucoup de choses ont dû se passer ou encore du côté de la Binance Smart Chain et de son exchange, sans oublier de son PDG Champagne Zhao. Alors, après le générique, on commence. Alors, comme je le disais tout à l'heure, après le générique, ce qu'on va devoir faire comme analyse d'abord pour commencer, ce sera un tour sur la situation des marchés, le regard que le marché a par rapport au Bitcoin, le regard que les analystes ont par rapport à Ethereum et pourquoi pas dire par rapport à d'autres crypto-monnaies, à la situation globale du marché autour des crypto-monnaies. Et selon les données actuelles de CoinGecko, Bitcoin a connu une légère baisse de 3, oh non, désolé, mais de 0,3% au cours des dernières 24 heures, atteignant le prix de 27 000 dollars environ. Cependant, il faut savoir que il est important de noter que le mois de novembre est traditionnellement considéré comme un mois charnier pour le marché de la crypto-monnaie. Et ça, beaucoup de statuts présentant de l'actualité vous pourront le confirmer quelque part. Et ceci est dû à quoi en fait? Ceci est dû au fait qu'il a souvent été associé à une augmentation de la valeur du Bitcoin et à une tendance haussière pour les autres actifs numériques sur le marché ou sur le développement et le déploiement général des actifs numériques et des technologies de la blockchain, solution de layer 1, 2, 3, comme on en parle déjà aujourd'hui avec les layer 3, et même aussi juste des altcoins comme ceci qui viennent avec des solutions de type mise en lien direct avec le monde réel et le monde de la technologie de la blockchain. Et les analystes de Bitcoin attendent avec impatience de voir comment les graphiques se comportent ce mois-ci en espérant obtenir des informations sur le cycle passé pour pouvoir mieux nourrir le cycle présent et mieux espérer par rapport au prochain cycle. Parce que je le répète encore, comme je le dis toujours sur ma chaîne, avec des petits coupons philosophiques, qui ignore le passé est voué à commettre les mêmes erreurs dans le présent et à voir son avenir constamment vide de sens. Et par ce moyen, vous devez comprendre qu'il faut toujours essayer de s'appuyer sur ce que le passé a enseigné pour pouvoir savoir comment construire le présent et savoir comment espérer à l'avenir. Et comme les analystes tentent de s'appuyer donc sur les éléments passés pour pouvoir anticiper sur les événements à venir, il y aurait quelque chose ou alors il y aurait un enjeu à ce propos. Donc, on pourrait retenir donc sur cet aspect de l'actualité ou encore de l'analyse autour du Bitcoin, il est important de suivre de près la dynamique du marché pour voir comment Bitcoin réagit aux turbulences actuelles. Et les turbulences, ça vient de tous les côtés. Premier côté, je dirais par exemple le cas de la guerre entre les deux grands États qui, depuis la nuit des temps, faut le dire, continuent de maintenir un climat de tension sur le temps, quoi. Et pas que cela, il y a également le cas de Binance qui se retrouve un peu impliqué dans des histoires qui sont pas très nettes et qui, pour ma part, ça ne peut être que du fait et un moyen de déstabiliser le marché suffisamment. Et autant de choses pourraient mettre une certaine pression sur le marché. Je ne sais pas si ce sera à la hausse ou à la baisse. De toutes les façons, restons attentifs à la dynamique du marché pour voir comment Bitcoin réagit aux turbulences. Et donc, pour la deuxième analyse de la situation du marché, elle va porter sur Ethereum parce que le prix d'Ethereum a connu une baisse notable après une vente importante d'Ether cette semaine, notamment la vente qu'a fait l'entreprise Ethereum ou encore l'Ether Foundation de Vitalik Buterin. Et la diminution inattendue a laissé la communauté crypto inquiète de la
stabilité de la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde et des effets à long terme du déclin de celle-ci. Et bien évidemment, quand quelque chose comme celui-là arrive, il y a toujours, enfin, puisque nous suivons tous les whales, nous suivons tous les géants, les géants de l'investissement, il est important très souvent de timer le marché au même moment que, et le fait que ceux-ci se retrouvent souvent en train de liquider une forte quantité de jetons, c'est un peu comme une alerte à la méfiance ou bien une alerte à la prise de gain sur l'actif. Et pour le cas d'Ethereum, je pense que l'alerte a été entendue par beaucoup d'analystes, parmi lesquels moi, puisque je suis en train de vous présenter. Et du coup, lundi, le 9 octobre, le prix d'Ethereum a diminué à la suite d'un vaste échange d'Ether par le groupe Ether ou encore d'Ethereum Foundation, une organisation communautaire, pour ceux qui ne savaient pas, une organisation communautaire à but non lucratif dédiée à permettre une meilleure coordination humaine. Et moi, quand j'ai vu une telle chose, je dois avouer que depuis que je fouille sur Ethereum, ça motive davantage mon envie de vouloir mettre sur pied ce que j'ai envie de mettre sur pied. Mais bon, continuons d'abord de nourrir la communauté de l'actualité passionnante que je publie ici là. Et la transaction était qui a eu lieu sur Uniswap, une plateforme d'échange cryptographique décentralisée, contrairement aux autres plateformes comme Binance, KuCoin, HTX, BitGet, etc., etc. Uniswap, lui, c'est un échangeur décentralisé. On a vu donc le prix d'Ethereum chuter de 5% au maximum quotidien de 1635 $ à un minimum local de 1553 avant de récupérer une fois de plus, comme très souvent sur le cours, pour ceux qui ont dû profiter à la baisse instantanée à ce moment-là pour racheter plus bas ou bien saisir au plus bas et profiter de la légère croissance de 5% peut-être ou plus de 5% par la suite. Et du coup, les intentions spécifiques derrière le swap à grande échelle n'ont pas été divulguées. La fondation d'Ether n'a pas dit pourquoi est-ce qu'elle a liquidé cette position-là à ce moment. Cependant, la fondation Ethereum, qui est l'organisation dont vous disiez tout à l'heure et qui détient une position influente considérable, régulièrement échangée, euh, ou qu'est-ce que je veux dire? Enfin, ce que je veux dire, c'est que la Fondation Ether, qui est une très grande organisation et qui détient une très grosse position par rapport aux Ethers et qui les échange très souvent en grande quantité, pour le coup, n'a pas signifié son opération financière. Et à l'heure actuelle, Ethereum se négocie à une valeur de prix de 1589,36 $ après s'être remis de la baisse initiale qui était à 1000, je pense, j'ai dit tout à l'heure qu'il était à 1700 $ ou bien plus ou moins, je ne sais plus trop, 1553 $, oui, pour 1553 $, vous voyez qu'elle a récupéré juste un peu pour passer à 1589,36 après, donc la vente ou la pression vendeuse exercée. Du coup, la forte baisse a laissé la communauté crypto inquiète de la santé de la crypto-monnaie et de la récupération du prix d'Ethereum, encore que les analyses tendaient pour un point à souligner le fait que la zone de résistance sur laquelle se retrouvait Ethereum pouvait bien évidemment connaître une cassure à la baisse ou une cassure ou une reprise pour la hausse. Mais voilà, donc on a une légère cassure et une légère récupération. Et le prix d'Ethereum, le prix de l'Ether a donc récupéré près de 5% au même titre que les 5% qu'il avait perdu récemment. Il a récupéré les 5%, comme vous pouvez le constater sur le graphique de TradingView que je vais présenter là dans la vidéo. Et la fondation Ethereum, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas été la seule grande à faire cette pression, à exercer cette pression vendeuse-là, encore que elle n'est pas le seul grand portefeuille, elle n'est pas le seul grand portefeuille à avoir vendu ces derniers temps, car d'autres baleines Ethereum ont profité du prix altcoins comme on le constate. Et selon l'analyste crypto Ali Shard sur X, sur le réseau social X, l'Ethereum ou encore les baleines sur le réseau Ethereum ont déversé une énorme valeur de près de 8,5 milliards de jetons.
de dollars, je vais dire de dollars, de jetons Ethereum. Du coup, vous pouvez comprendre à peu près ce qui a pu s'exercer comme valeur autour d'Ethereum à ce moment-là. Et cette grande vente a commencé en février de cette année et a continué au mois d'octobre, comme on vient de le constater. Et en conséquence, la vente des baleines a vu plus de 5 millions d'Ethers vendus et redistribués sur cette période de 8 mois au cours. L'analyste dont je parlais tout à l'heure a souligné quelque part, quand je le lisais, il a souligné quelque part que cette tendance à la vente pourrait continuer de se poursuivre sans indication actuelle d'un changement vers l'accumulation des terres et autres. Du coup, ça porte un peu à préoccupation puisque par rapport à son record de 4 891,70 dollars en 2021, le prix des terres a chuté de plus de la moitié et a eu du mal à récupérer la marque de 2000 puisqu'il rôde au plus bas, il était aux alentours de 800 dollars et il est remonté jusqu'aux alentours de 1800-1900 dollars, mais atteindre les 2000, c'est un peu compliqué. Cependant, cela pourrait présenter une opportunité d'achat unique pour les investisseurs qui pourraient voir le prix baisser puisque l'Ether est à un prix réduit. Et si jamais ils prenaient position, c'est-à-dire nous prenions position sans que ce ne soit un conseil d'investissement ou une incitation à l'achat, on pourrait bien constater une prise de poids, je veux dire, c'est-à-dire on deviendrait tous des gonflés, quoi. On prendrait tous un poids conséquent pour les prochains cycles ou le prochain cycle haussier après avoir profité d'un Ether à moindre coût. C'est à peu près ça. Néanmoins, Ether continue quand même de maintenir sa position de deuxième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation dans mes dernières lectures de j'ai vu de 188 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Oui, 188 milliards de dollars, ce qui n'est d'ailleurs pas petit, bien évidemment. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur les dernières nouvelles de Calcalis. La police israélienne a gelé des comptes crypto affiliés au Hamas sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, honnêtement, c'est le premier souci que nous tous nous avons avec les échangeurs centralisés. Bien qu'ils nous offrent une possibilité de réglementation par le fait qu'ils mettent en lumière et qu'ils sont à peu près la porte d'entrée, la porte de sortie pour vers l'univers réel et l'univers de la cryptographie, il faut dire quand même que le fait qu'ils soient et qu'ils aient la possibilité d'être mandatés par les autorités centralisées devient parfois un gros problème. Devient un gros problème. Et pour le cas du Hamas, qui a connu un gel de compte des utilisateurs de Binance et qui, bon, disons, entretenait un lien, disons, fournisseur-acheteur ou encore client, acheteur-vendeur, disons ça comme ça, du côté de Binance, le gel de compte prête un peu à remise en question parce que la HAI ou encore la HAF 433, une unité spécialisée dans la cybercriminalité, travaille avec le quartier général national de lutte économique contre le terrorisme et d'autres agences pour traquer les comptes crypto appartenant ou étant liés au Hamas dans le but, bien évidemment, de se saisir des personnes qui ont des comportements malveillants vis-à-vis de la communauté. Et comme les comportements malveillants ont très souvent besoin de liquidité et que la liquidité pourra se trouver dans les lieux où on a du mal à les contrôler. Aujourd'hui, par exemple, la crypto-monnaie. Bon, clarifier le secteur, c'est un peu interpellant. Du coup, le Hamas aurait donc effectué des appels aux dons en crypto-monnaie et la police israélienne aurait confisqué ces derniers avec l'aide de Binance. Donc, a dû servir de pont à faire, de support d'information pour le bien, disons-le, parce que le fait donne une image à la crypto, au monde de la crypto, tout comme le faire également remet pas en question la notion de confidentialité et de tout le reste. Mais bon, et le porte-parole donc de Binance a confirmé que leur équipe a travaillé en temps réel pour lutter contre le financement du terrorisme. Et ça,
bien évidemment contre le financement du terrorisme. Et l'ARAF 433 a également travaillé en coopération avec la police britannique afin de geler un compte hébergé chez la banque Barclays au Royaume-Uni, a priori directement utilisé par le Hamas. Et bon, ça c'est quelque chose, en même temps, je vous assure, en même temps, on veut bien acclamer, mais bon, après, on va pas dire qu'on aime la guerre ou bien on aime tout le sang versé et toutes les tensions qui sont très souvent créées. Et si on sait que le financement de ces mouvements, c'est pas très éthique, ou voire même c'est pas très beau à avoir, le mieux c'est de supporter aussi l'initiative. Et donc pour l'actualité suivante, ce qu'il faut savoir, c'est que la gouvernance de la blockchain Ethereum a été récemment mise en question par Justin Bong qui soulève des préoccupations sur sa centralisation excessive. Et c'est ce qui devient de plus en plus récurrent également du côté du réseau d'Ethereum avec les stakes, le proof of stake qui voudrait qu'on stack des Ethers et c'est celui qui aura la plus grande quantité d'Ethers stackés qui aura le plus gros pouvoir sur le DAO, si on peut encore appeler ça DAO, sous la DAO d'Ethereum, donc la décision politique sur le protocole ou sur le réseau Ethereum. Et selon lui, les contrôles et les décisions clés sont largement entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Forcément, ceux qui ont le plus de terres, ceux qui ont la plus grosse valeur autour des terres. Donc, ce sont eux qui ont la plus grande décision sur le réseau. Donc, nombre d'acteurs. Ce qui va donc à l'encontre de l'idéal de la décentralisation propre à la crypto-monnaie et promulgué par l'idée du Bitcoin depuis son origine. C'est-à-dire l'analyste en question en fait pointe également du doigt la plateforme GitHub qu'il qualifie de dictature virtuelle, limitant ainsi la capacité des utilisateurs et de la communauté à influencer des décisions importantes liées à la blockchain Ethereum. Et pour un ou pour une gouvernance plus démocratique et transparente, Bon plaide pour une gouvernance en chaîne qui permet aux décisions d'être prises directement sur la blockchain. Il considère que la prise des décisions doit être distribuée de manière équitable et accessible à tous les acteurs du réseau pour assurer le développement d'une blockchain et d'une crypto-monnaie lambda. Vous voyez à peu près. Du coup, les risques et les idées de Bon révèlent quelque part l'importance de la gouvernance dans le monde des cryptos et la nécessité de créer des systèmes blockchain plus démocratiques, plus équilibrés et plus transparents, tels que le Bitcoin l'a toujours voulu au début et tel qu'on peut bien l'observer sur d'autres protocoles qui sont nés. À l'exemple, par exemple, du protocole de, laissez-moi retrouver le nom, du protocole de Bit&Swap, par exemple, protocole décentralisé. Je pourrais encore prendre l'exemple de quel réseau qui obéit vraiment aux règles de la décentralisation. Je pense il y en a bien d'autres qui ne me reviennent pas forcément à l'esprit présentement. Donc voilà, et pour l'actualité suivante, elle porte à peu près sur les initiatives de Tether, l'USDT. Il y a quelque chose d'intéressant à propos de l'USDT parce que selon les données de la firme d'analyse en chaîne Sentiment, 9,99 milliards d'USDT sont désormais en bourse. Et ça, c'est capital parce que si elles sont en bourse, alors elles ne sont pas dans les portefeuilles centralisés. Et en tant que actif en bourse, qu'est-ce qu'on peut savoir du coup? L'indicateur de pertinence ici est l'offre sur les échanges. Ça, c'est ce que nous, on doit retenir. Donc, retenons d'abord ceci, c'est que l'indicateur de pertinence ici est l'offre sur les échanges qui garde une trace du montant total d'une crypto-monnaie stackée ou stockée dans tous les portefeuilles centralisés. Et l'interprétation de cette mesure peut différer. L'interprétation de cette mesure peut différer selon le type d'actif en discussion. Dans le cas du Bitcoin, par exemple, la réserve de change peut être considérée comme une mesure de la pression de vente potentielle
parce que la pression de vente potentielle, plus elle est élevée, forcément, le cours du Bitcoin ou encore la valeur échangée du Bitcoin sur les marchés va connaître une forte baisse, une forte pression et une divergence sur le RSI et le MACD ou encore le MACD. On peut connaître une divergence de tracement sur ce graphe-là et donc voir une chute ou une cassure vers le bas sur le réseau ou sur les marchés d'échange par rapport au Bitcoin. Du coup, comme je le disais, la réserve de change peut être considérée comme une mesure de la pression de vente potentielle, comme l'une des raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent déposer la pièce. Ce que je veux dire, c'est oui, ils peuvent déposer la pièce et notamment à des fins de vente ou même peuvent acheter la pièce pour pouvoir la stocker, la conserver sur du long terme avec le principe du holding. Ainsi, l'offre de la crypto-monnaie sur les bourses en hausse pourrait être un signe que la vente augmente. Genre, si on observe comment de plus en plus de détenteurs de Bitcoin dirigent leur Bitcoin vers les échangeurs centralisés, là, ça peut être un coup d'alerte. Contrairement à l'USD, au stablecoin, contrairement au stablecoin, un actif comme le Bitcoin, si on le retrouve beaucoup plus envoyé vers les échangeurs centralisés, ce qu'on pourrait avoir comme hypothèse pour le moment, c'est que une pression vendeuse risque de s'en suivre et donc on pourrait prendre les distances qui vont avec. Et c'est ça qui a toujours précédé durant les cycles haussiers, c'est toujours ce qui a servi d'alerte pour pouvoir vite sortir du marché et éviter de subir une cassure vers le bas et donc une perte de la valeur totale de ses actifs. Et dans le contexte de la discussion actuelle, l'offre de Bitcoin sur les bourses n'est pas celle qui intéresse. C'est beaucoup plus sur l'USDT qui nous intéresse là maintenant, vous voyez. Mais toutefois, ce qui peut nous intéresser, c'est beaucoup plus la présence d'une liquidité pour pouvoir comment dire, retirer les avoirs au point pour pouvoir échanger nos bitcoins et obtenir une valeur liquide un peu plus stable. Du coup, l'USDT, je veux dire, est une écurie populaire, la plus grande basée sur la plateforme du marché. Et j'ai voulu pas l'USDT, mais l'USDT. Et elle a ajouté sa valeur rattachée au dollar américain de beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 9,99 milliards. Elle progresse suffisamment. Donc, plus d'USDT sur les échangeurs centralisés et les marchés même décentralisés, plus c'est intéressant. Encore qu'il faut réfléchir sur l'algorithme de ces USDT-là. Du coup, voici donc un graphique qui montre la tendance de l'offre d'échange pour le Tether ou encore la crypto-monnaie Tether au cours des dernières années. Et habituellement, un investisseur peut vouloir conserver, peut vouloir conserver son capital en tant que pièce stable comme l'USDT pour le garder à l'écart de la volatilité associée aux autres actifs dans le secteur de la crypto-monnaie. Et ça a toujours été un meilleur moyen de conserver de la valeur pour éviter vraiment les fluctuations continues du marché. Et quand on sait le faire on profitera souvent très bien de la volatilité sur les marchés. Cependant, beaucoup de ces détenteurs de stablecoins utilisent des actifs comme un refuge temporaire, genre on a du USDT maintenant, de l'USDT après, ensuite on le replace sur l'actif très volatile pour récupérer la plus-value ou bien pour éviter une perte totale car ils souhaitent éventuellement revenir sur les marchés volatiles. Donc, lorsque les investisseurs trouvent enfin le temps de revenir dans les crypto-monnaies comme Bitcoin, ils changent leurs USDT pour eux-mêmes. Vous voyez, ils changent leurs USDT pour eux. Et ces traders peuvent utiliser des échangeurs pour effectuer ce changement, dont une augmentation de l'offre sur les échanges de stablecoins peut être un signe que les investisseurs cherchent à échanger des pièces peu volatiles contre des pièces plus volatiles. Et je ne sais pas si vous voyez à peu près la nuance. Si on a une augmentation des bitcoins, des Ethers sur les échangeurs centralisés, le risque
est qu'on peut obtenir par de l'autre côté une pression vendeuse. Ça peut être pour vendre et liquider leur position sur le Bitcoin, tout comme si à ce moment-là, on va observer une grosse sortie des stablecoins sur le marché, sur les échangeurs centralisés. Du coup, on liquide nos Bitcoins, on récupère la liquidité, on retire notre liquidité, on la conserve sur nos wallets décentralisés. Vous voyez à peu près l'enjeu. Or, si on a plutôt, OK, comme j'ai conservé mes USDT longtemps, je pense que c'est le moment d'aller acheter mes actifs parce que la situation du marché semble être propice pour saisir les choses au bon moment. Alors, j'envoie mes stablecoins sur les échangeurs centralisés pour acheter mes actifs et retirer mes actifs pour les garder dans mon portefeuille décentralisé. Je pense que vous avez compris la nuance. Et du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? On commence à avoir un cycle haussier qui commence à se préparer. Et un tel achat en utilisant Tether peut naturellement avoir un effet haussier sur le prix de Bitcoin et d'autres altcoins ou bien d'autres actifs numériques AM. Ainsi, de cette manière, l'offre d'échange du stablecoin peut être considérée comme l'opposé de la métrique pour le Bitcoin et je l'ai clairement expliqué. Quand vous comprenez cette logique, en fait, vous êtes prêt enfin, entre guillemets, vous êtes prêts pour être de très bons investisseurs, des investisseurs assez percutants. Du coup, le graphique ci-dessous montre que la valeur de l'indicateur a augmenté au cours des dernières semaines. La valeur de l'indicateur de la présence du dollar sur les échanges centralisés a augmenté ces dernières semaines et la valeur de 9,99 milliards de Tether, c'est-à-dire qu'il existe pour les 9,99 milliards de Tether, il existe dans les banques responsables de entrée-sortie monde crypto-monnaie, monde réel, il existe dans leur caisse actuellement une valeur supplémentaire de 9,99 milliards de dollars. Vous voyez, ou encore de Tether, parce que chaque Tether a pour correspondance $1 dans le monde réel. Pour $1 dans le monde réel créé ou entré dans les caisses de l'entreprise qui fournit l'USDT, on a également un Tether créé directement. Et parfois, on a même une surcollatéralisation du côté des Tether, c'est-à-dire du côté, pas de Tether, la crypto-monnaie, mais du côté des dollars réels dans les banques de Tether pour éviter qu'il y ait un coup dur comme ce que Terra Classic nous a fait récemment. Il convient donc de garder à l'esprit que l'augmentation de l'offre de Tether sur les bourses n'implique qu'une augmentation de la disponibilité de la liquidité. Bonne chose. Et si Bitcoin bénéficiait d'un coup de pouce, ces derniers temps, ceci serait carrément dû à cette présence et donc on pourrait voir les prix carrément s'envoler. Et pour l'actualité suivante, puisqu'on a fini avec Tether et qui était d'ailleurs même quelque chose de plutôt intéressant, moi je dois avouer. Alors dites-moi dans les commentaires si pour vous également la présence de plus de Tether sur les échangeurs centralisés, c'est quelque chose de bon et de sain pour le futur de la finance décentralisée, le futur de la technologie, de la blockchain, le futur de l'évolution du secteur du Web 3.0. L'actualité suivante nous fait comprendre que d'après les données de CoinGecko, le prix actuel de ADA Cardano est de 0,249 dollars, n'est-ce pas, ou 0,249 centimes de dollars, ce qui représente une baisse de 2,1% d'après l'analyse sur le tableau actuel, 2,1% au cours des dernières 24 heures et une baisse de 3,5% au cours des 7 derniers jours. Et selon un rapport d'analyse de prix, l'ADA pourrait subir une perte supplémentaire de 5,5% avant de trouver un soutien du prochain niveau significatif de 0,24 centimes de dollars. Cependant, le support ADA, quand j'analyse à 0,2 centimes, a toujours agi comme un tremplin dans le passé. Ça a toujours agi comme tremplin dans le passé ou un trampoline. Genre, on arrive dessus, on rebondit vers le haut et on rame et on revient légèrement, on rebondit pour repartir. Genre, on range quoi, on range. Du coup, ça a toujours indiqué un potentiel pour catalyser un autre changement à la hausse. Et c'est ce que je disais, quand on arrive là,
on rebondit genre le trampoline et on va un peu chercher les altitudes avant de revenir un peu plus bas. Du coup, le rapport met en évidence la possibilité d'un rebond à partir de ce moment-là, du moment où on touchera exactement le support. Je vais appeler ça le support de résistance parce que c'est même le cas. Regardez le retracement. Je pense que vous pouvez constater par vous-même qu'il y a là un support de résistance, bien évidemment, au 0,2 centimes ou au 0,24 centimes de dollar. Du coup, Cardano a également franchi une étape importante avec l'achèvement de son initiative de financement décentralisé, c'est-à-dire le projet Catalyst. Le projet Catalyst, plus de 400 000 détenteurs d'ADA ont participé activement au vote pour des projets prometteurs sur la blockchain d'ADA Cardano, reflétant quelque part l'engagement croissant de la communauté Cardano dans la formation de l'avenir de la plateforme. Et j'étais tombé sur un projet là, c'était Cardano quoi, je ne sais plus trop moi, mais c'était assez peu informatif, mais avec quelque chose genre énergie verte, carburant vert, bon, je me rappelle plus trop, mais je vais essayer de fouiller et de vous le partager sur la chaîne. Rappelez-moi juste dans les commentaires si vous aimeriez que je le fasse. J'irai rechercher. J'étais vraiment tombé sur un projet là, c'était encore en ICO, mais j'avais pas trop prêté attention là. Bon, en tout cas, bon, je pense que vous pouvez fouiller là dans la description. Vous allez voir, j'y ai mis beaucoup de liens qui conduisent vers des applications à la fois de minage de crypto-monnaies pour ceux qui veulent gagner leur toute première crypto-monnaie gratuitement. Suivez juste les liens qui sont là dans la description. Et si jamais le lien n'est pas encore actif parce que ma chaîne elle n'est pas encore assez développée, n'hésitez pas de télécharger ces applications et d'utiliser mon code, mon code de parrainage pour pouvoir obtenir une puissance de calcul un peu plus élevée pour ces projets-là. Donc, comme je vous disais, la communauté de Cardano, elle prend davantage du volume, ce qui est une bonne chose, faut le reconnaître, parce qu'une crypto-monnaie, une technologie, une révolution n'est révolution que parce que également il y a une communauté qui soutient ce projet-là. Et c'est ce que Cardano n'a pas hésité de renforcer également de son côté. Et bon, le prix actuel traversait la turbulence sur le Cardano. Et bon, on va passer donc à l'actualité suivante qui est celle qui porte sur ce que DeFi Lama nous présente parce que selon les données de DeFi Lama, la troisième ou encore le troisième trimestre de 2023 a été le pire trimestre de ce marché baissier avec seulement 144 tours de table pour un total de 1,1 milliard de dollars levés sur les projets dans le secteur du Web 3.0 ou encore les secteurs du développement de la crypto-monnaie. Il y a eu moins de levées de fonds par rapport aux années précédentes ou aux années qui nous ont précédés. Cependant, il est important de noter que les mauvaises performances s'articulent essentiellement autour des montants levés plutôt que les quantités de levée de fonds, autour des montants levés. Donc, on peut dire qu'on a une forte quantité de projets qui sont passés par des schémas de levée de fonds, donc les ICO, Initial Offering Coins, c'est-à-dire événements durant lesquels vous avez la chance d'investir sur un projet avant que ce projet n'entre sur les marchés financiers, sur les bourses d'échange pour pouvoir s'échanger ou être coté à une valeur X ou Y, une valeur lambda fonction de sa capitalisation boursière et du nombre de jetons en circulation. Et bien que cette valeur soit également en chute depuis le début de l'année, elle est revenue au niveau du premier trimestre 2022. Par ailleurs, les investisseurs sont encore frileux malgré la progression du Bitcoin de près de 68% depuis le début de l'année. Les projets continuent d'être financés, mais avec moins de capital, ce qui peut mettre l'accent sur la création de valeur. Oui, ça pourrait mettre l'accent sur la création de valeur et sur le déploiement même des technologies de la blockchain. Vous voyez à peu près. Et j'espère que cela pourrait bien vous aider, ce type d'informations-ci. Et surtout, n'hésitez pas de me le signaler dans les commentaires. Ça m'aide à prendre de l'enthousiasme et de booster le contenu, de le rendre davantage intéressant, suivant
Mielleux. Du coup, l'actualité suivante nous fait comprendre que Binance poursuit son engagement en faveur de l'innovation malgré les défis réglementaires auxquels il est confronté dans diverses juridictions actuellement. C'est-à-dire, le gars, il continue de bosser et de déployer les technologies de la blockchain et même de renforcer son réseau et les protocoles autour de son protocole source de base, le protocole de la Binance Smart Chain. Déjà, l'exchange de crypto-monnaies vient notamment de lancer une fonctionnalité de crypto trading spécialement conçue pour les marchés à terme. Et ça, j'ai fait une actualité récemment qui portait sur, c'était les marchés à terme ou les dérivés, les marchés dérivés sur le territoire français ou le territoire européen. Bon, c'était le territoire français. Bon, je me rappelle plus. En tout cas, je vais essayer. Et sa nouvelle offre s'inscrit dans, elle s'inscrit dans une démarche visant à rendre le trading beaucoup plus accessible aux utilisateurs tout en leur permettant de suivre les stratégies des traders beaucoup plus expérimentés. Du coup, le copy trading sur Binance est une fonctionnalité innovante qui permet aux utilisateurs de reproduire les stratégies de traders expérimentés. Et même pour faire du copy trading, je vous assure, faudra être très futé, pas que copier, mais avoir des notions en trading. Parce que vous lancez dans cette aventure-là, vous risquez de vous mordre les doigts parce que un trader professionnel, déjà, il est très affûté sur la vitesse à laquelle il doit exécuter ses trades. Vous recevez les informations soit quelques secondes après, soit quelques minutes après, et il peut se faire tard. Déjà que si vous n'avez pas une très bonne connexion pour anticiper les marchés financiers, pour pouvoir trader à vitesse lumière, je vous assure, vous risquez de connaître des coupures vraiment douloureuses, quoi. Du coup, si vous voulez protéger votre capital, je vous suggérerais vraiment de chercher à comprendre les notions sur le trading avant de vous lancer dans le copy trading. Encore que ce genre d'initiative pour les échangeurs, c'est un moyen pour eux d'augmenter les volumes de transactions sur leur plateforme. Et dans les copy traders peuvent suivre, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à 10 lead trades simultanément. Et ces derniers reçoivent ils reçoivent quelque part une part de bénéfices générés à hauteur de 10%. 10%, c'est beaucoup quand même. À hauteur de 10% de plus de plus à hauteur de 10%. Encore que, on peut ajouter que les utilisateurs peuvent aussi personnaliser leurs préférences de risque en fonction de leur tolérance à ce risque-là. Parce que quand on investit dans les crypto-monnaies, il faut toujours, surtout même quand on fait du trading de crypto-monnaies et même toujours l'investissement dans les crypto-monnaies, toujours évaluer son risque reward, mettre sur une balance le poids entre le risque et la récompense. Si je peux faire mettre un risque élevé sur ça, et la notion de risque reward pèse beaucoup plus quand on veut vous parler du trading, non seulement du trading, oui, avec position en short et en long, la taille de votre on appelle ça comment déjà, la taille de votre position, la taille de votre levier détermine à peu près le niveau de risque que vous voulez prendre et donc le niveau de récompense que vous voulez générer. Vous mettez trop de risques, vous avez également trop de pertes de l'autre côté. Si vous ne savez pas analyser ça, bah, vous êtes cuit si jamais ça rate. Donc, cette nouvelle fonctionnalité pourrait donc abaisser les barrières à l'entrée dans le monde des crypto-monnaies et renforcer l'engagement au sein de la communauté des traders sur Binance. Bien que cette fonctionnalité suscite un grand enthousiasme, Binance quand même maintient son engagement à respecter les réglementations en vigueur parce qu'il y a la CFTC qui aime traquer Binance pour des raisons de manipulation de volume de transactions sur la plateforme de Binance afin de leur intenter un procès. Les gars sont des connards, je dois vous avouer. Bon, faudrait pas que je dise connard et je sois censuré, quoi. Mais vous avez compris. Du coup, l'actualité suivante, c'est celle qui porte sur FTX, les gars. Il y a du lot du côté de FTX. Son procès, en fait, a été lancé et dit Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research. Je pense que vous la connaissez, la toute petite fille qui, honnêtement, pour ma part, je ne vois pas trop ce qu'elle avait et qui pouvait bien attirer le grand il s'appelait comment déjà Sam Bankman-Fried en tout cas. Et comme elle était ancienne PDG d'Alameda Research et ex-petite amie de Sam Bankman-Fried,
elle viendra témoigner aujourd'hui auprès de l'ancien PDG de FTX, le couple, quoi. C'est à peu près ça. Et elle devrait expliquer les accointances entre FTX et Alameda Research, ainsi que les malversations ayant été commises sous les ordres de Sam Bankman-Fried. Et je pense, elle avait essayé de déverser toute la responsabilité sur lui, non? Je pense un truc comme ça. Toute la responsabilité. Du coup, les procureurs souhaitent mettre à jour davantage de malversations et Caroline Ellison a déjà accepté de coopérer avec la justice et de témoigner contre Sam Bankman-Fried, puisque c'était lui le PDG ou l'ex-PDG. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau qui a l'intention de soulever et de relever la plateforme. Et les avocats de Sam Bankman-Fried pourraient tenter de discréditer le témoignage de Caroline Ellison en affirmant qu'elle tenterait simplement d'obtenir une remise de peine en rejetant la faute sur Sam Bankman-Fried. De toutes les façons, qu'elle rejette la faute sur lui, pas, je pense qu'il est... Bon, les gars, dites-moi un peu, quand vous regardez à peu près la situation, est-ce que vous êtes content du fait que Sam Bankman-Fried ait conduit le marché des cryptos là où nous sommes aujourd'hui, du coup, avec beaucoup d'opportunités sous le regard que nous pouvons saisir maintenant, ou alors il est un méchant qu'on devrait toller et retirer à peu près toute forme de liberté entre ses mains. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait conduit le marché là où nous sommes aujourd'hui? Ou alors c'était une mauvaise chose. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, ça pourrait être intéressant ce débat. Et pour l'actualité suivante, ça nous vient de la Russie et des BRICS aussi parce que Vladimir Poutine le souligne que le système de dollar est en train de s'effondrer progressivement car le président russe estime que le billet vert ne dominera plus bientôt le monde. Il n'y aura plus de domination du dollar sur le monde ou d'hégémonie du dollar dans le monde entier car une devise ne dérive une devise ne dérive son pouvoir que de l'économie du pays qui émet cette devise-là. Et comme l'Amérique actuellement se retrouve un peu en situation de faiblesse, notamment dans ses bons du Trésor américain et bien d'autres actions et secteurs, encore que le dollar tend un peu à perdre de son pouvoir et de sa notoriété sur le territoire international, je pense que Poutine est sur une bonne voie quand il dit ce qu'il dit là. Encore que l'économie américaine montre des signes d'essoufflement, tandis que les pays non occidentaux, en particulier ceux du groupement BRICS, pour ceux qui connaissent l'équipe qui forme les BRICS, c'est-à-dire c'est un regroupement Russie, Inde, Afrique du Sud et bien d'autres. Ils sont nombreux vraiment, ils sont nombreux. Chine, Corée, ils sont nombreux. De grosses puissances en tout cas ont désormais plus de poids économique avec le fait qu'ils sont en train d'emmagasiner des tonnes d'or qui vont permettre de donner plus de confiance à la monnaie de leur territoire qui reposera sur la quantité d'or qu'ils ont dans leurs réserves. Donc, plus ils augmentent les réserves d'or et adossent leur monnaie dessus, plus leur pouvoir ou le pouvoir de leur monnaie sera conséquent. Et le message est clair pour Vladimir Poutine quand il dit que le gouvernement souhaite se détacher du dollar et esquiver ainsi l'influence américaine, notamment en termes de sanctions, comme ceux-ci se prennent à peu près pour n'importe qui. Et je pense même Poutine le disait déjà dans une interview récemment, il disait déjà que les Américains se prennent à peu près pour qui pour pouvoir prendre des décisions ou donner des directives à des États censés être souverains. Et c'est-à-dire, c'est un peu là, je suis quelqu'un déjà d'assez rationnel, libre et responsable pour gérer autant de choses. Mais quelqu'un vient me dire, alors qu'il a le chez lui, il vient me dire comment je devrais gérer le chez moi. Vous voyez à peu près, en me l'imposant, non pas en partageant quelque chose, mais en me l'imposant comme directive venant de lui que je dois suivre. Mais ça, c'est un truc de dingue, quoi. Et selon les données de Bloomberg, ça c'est pour la nouvelle actualité, Binance n'a utilisé que 15 millions de dollars en stablecoin BUSD pour l'initiative IRI. IRI, bien que l'exchange crypto devait allouer environ 1 milliard de dollars de son stablecoin BUSD et à cette initiative-là. Du coup, la majeure partie des fonds initialement prévus par Binance pour l'IRI
auraient été transférés vers ses réserves de trésorerie pour d'autres investissements, vers ses réserves de trésorerie pour d'autres investissements. En outre, seules deux des 9 entreprises publiquement désignées comme participants à l'IRI ont effectivement déployé leur fraction de fonds qu'elles avaient promis de verser. Et cette situation soulève des interrogations quant à l'efficacité de cette initiative et l'avenir de l'IRI demeure pour l'instant incertain. Moi-même, personnellement, ça m'inquiète parce que les acteurs de l'industrie devront donc relever des défis considérables pour rétablir la confiance des investisseurs et favoriser la croissance de l'écosystème des crypto-monnaies. Avec moi parmi, bien évidemment, parce que je suis aussi un investisseur. Dites-moi, vous aussi, vous êtes des investisseurs et sur quoi est-ce que vous avez investi? Pour l'actualité suivante, elle est toujours sur FTX et son génie de Sam Bankman-Fried et nous fait comprendre que c'est le point de vue surtout du fondateur de Cardano qui compare à peu près Sam Bankman-Fried à un autre génie de la malice, quoi. Un génie des dégâts sur l'économie quelque part. Parce que le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a comparé l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, au tristement célèbre fraudeur américain Bernie Madoff et a accusé les médias de donner à l'ancien PDG de FTX un passe-droit. Vous voyez à peu près. Il est important de souligner que l'attention portée par les médias à Sam Bankman-Fried, malgré les preuves publiques de l'implication de Sam Bankman-Fried et de FTX euh, dans le détournement et le vol des fonds des clients montre à quel point l'ensemble du système est devenu corrompu. Et je ne veux pas vous mentir, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure qu'on clarifiait ça l'année passée, ça mettait carrément en boule tout le système diplomatique. Bon, est-ce qu'on va dire diplomatique? Tout le système étatique qui était derrière Alameda Research, Sam Bankman-Fried et tous les connards du secteur, quoi. Donc, vu il y avait beaucoup plus de corruption et de malice là derrière, c'était vraiment une dinguerie. Et le fondateur de Cardano a déclaré qu'il semble y avoir un groupe de personnes qui veulent obtenir une exonération publique pour Sam Bankman-Fried. Moi, personnellement, je veux qu'il crève en prison, que son geste ait fait en sorte qu'on ait des opportunités, pas il doit crever en prison pour des raisons d'éthique, de morale et de tout ça. Il a fait beaucoup de mal aux gens, moi parmi. Et FTX était le troisième plus grand échange de crypto-monnaies au moment de la chute de novembre 2022, après avoir levé un financement de plusieurs millions au cours du premier trimestre de l'année de 2022. Et à l'époque, Sam Bankman-Fried avait attiré la responsabilité de la chute au quotidien, aux conditions externes du marché et à la pénurie de liquidités sur les marchés. Genre, le gars était un devin, quoi. Il faisait le bien. Sauf qu'il était un peu trop bon dans ses publications. Il était un peu quelqu'un qui voyait les choses trop en rose, comme s'il s'excusait de quelque chose. Cependant, lorsque plusieurs organismes américains d'application de la loi ont commencé à enquêter sur l'exchange de crypto-monnaies en faillite, le tableau qu'ils ont présenté était tout à fait différent des philosophies que Sam Bankman-Fried nous présentait sur le réseau social le plus envahi par les crypto-influenceurs et les crypto, on dit quoi, et les pro-crypto. Et de nouvelles informations issues du procès pénal contre Sam Bankman-Fried révèlent qu'il a dépensé des millions de dollars pour se créer une image grâce à des dépenses de relations publiques agressives. Et l'ancien PDG aurait payé des millions de dollars à des personnalités telles que Tom Brady et l'homme d'affaires Kevin O'Leary pour acheter quelques jours de leur temps, en tout cas. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait fait? Non, il l'avait pas fait. Oui, pour avoir à peu près un peu de leur image, quoi. Donc, il les a payés pour avoir leur image dans son affaire et rendre les crypto-investisseurs beaucoup plus enthousiastes à l'égard de son produit. Et parmi les autres extravagances, citons que les jets privés, les publicités pour le Super Bowl et le fait de jouer les politiciens également participaient
à faire une politique de l'image la plus propre du système. Un extrait du livre de Lewis affirme que Lewis, en fait, c'est celui qui a rédigé, c'est celui qui, je pense, qui travaille à, c'est pas, c'est à Apple et qui a obtenu l'accord de pouvoir rédiger un livre sur l'histoire de Sam Bankman-Fried dans le monde de la crypto-monnaie, a fait tout ce il a pu nous apporter, quoi. Je pense que Lewis il affirmait que Sam Bankman-Fried envisageait de payer 5 milliards de dollars à Donald Trump pour qu'il ne se présente pas aux élections, comme si Donald Trump pouvait suivre une telle chose. Mais ça, c'est une connerie. Et d'après l'article que vous avez euh, que vous avez écouté, c'est-à-dire d'après celle qui nous renseigne à peu près sur les échos de Samba Manfred, vous-même, vous pouvez constater que il faudrait très souvent être, en tout cas, il nous a donné les axes sur lesquels on devra s'appuyer désormais pour pouvoir être serré vis-à-vis des agissements des projets crypto, en tout cas. Et pour l'actualité suivante, la police de Hong Kong a mis en garde les utilisateurs contre des escroqueries et a demandé à tous les utilisateurs qui pensent avoir reçu un message potentiellement frauduleux d'enregistrer les messages suspects dans la section prévention des fraudes de son site officiel. En outre, la police a affiché un lien vers une liste récemment publiée de plateformes de trading d'actifs virtuels vérifiées fournies par la Security and Future Commission, la CFS ou la SFC de Hong Kong. Et du coup, il semble également que la police de Hong Kong ait dévoilé la plateforme Metaverse Cyber Defender pour lutter contre la hausse de la criminalité numérique. Et ça, c'est fréquent. Je vous l'ai dit, dans l'actualité précédente, j'en parlais par rapport au nombre de hacks qui ont pris cours ces derniers temps. Et comme je le disais, les criminalités numériques et cette plateforme, c'est-à-dire CyberDefender, cette plateforme a été lancée par le Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique de la police de Hong Kong afin de sensibiliser les citoyens locaux aux risques liés à la sécurité en ligne. Et pour l'actualité suivante, je vous ai dit, il y a de l'actualité, les amis, il y en a de l'actualité. Donc, pour l'actualité suivante, ce qu'il faut savoir, c'est que, je dirais, je suis ravi quelque part de vous informer que Ledger, une start-up française spécialisée dans les portefeuilles crypto, a récemment établi une alliance avec Bollinger ou encore avec Boulanger, une enseigne de distribution en France. En fait, cette collaboration vise à rendre la crypto-monnaie accessible à tous les consommateurs et à renforcer la présence de Ledger sur le marché crypto français, Et à ce propos, Boulanger a mis en place 146 cornets dédiés au wallet crypto Ledger dans les 210 points de vente répartis à travers la France. De plus, les clients ont désormais la possibilité de scanner un QR code et de répondre à une question ou un questionnaire qui les aidera à choisir le portefeuille crypto Ledger le plus adapté à leurs besoins, ce qui est une hyper bonne initiative pour le coup. Et les vendeurs en magasin seront également formés grâce à un module d'e-learning ou encore d'e-learning qui couvre l'écosystème crypto Ledger qui couvre l'écosystème Ledger et les principes clés de la blockchain des cryptos actifs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y aura une formation qui sera mise à leur disposition et qui pourra couvrir à peu près comment fonctionne Ledger, comment fonctionne l'écosystème crypto, comment fonctionne la blockchain, comment fonctionnent les crypto-actifs, principe de transaction, principe d'achat-vente des cryptos, etc., etc., etc. Et cette démarche pédagogique illustre l'engagement de Boulanger à rendre les actifs crypto beaucoup plus accessibles et compréhensibles pour un public plus large. Vous voyez à peu près. Du coup, ce qu'on peut retenir même de tout ceci entre Boulanger et
Et Ledger, c'est que cette alliance Ledger et Bollinger témoigne de leur ambition commune de démocratiser l'accès à leur portefeuille physique et de permettre à des millions de consommateurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'explorer le secteur des cryptoactifs en toute sécurité. Et je dois avouer que c'est plutôt un bon secteur, aller vers l'alimentation, traquer les consommateurs et les orienter vers les produits crypto. C'est plutôt bien vu. Du coup, voici une information particulière que j'ai dénichée quelque part qui nous fait comprendre que la nouvelle de la révélation prévue de l'identité de Satoshi en 2024 a suscité un grand intérêt au sein de la communauté crypto. Apparemment, on sait ou alors on pourra savoir en 2024 qui est Satoshi Nakamoto, le gars qui a plus d'1 million de bitcoins et qui serait le fondateur de Bitcoin. On risque de le connaître en 2024. Bah, on pourra le voir, quoi. Du coup, le compte Twitter Satoshi, présumé fondateur de Bitcoin, a récemment réapparu après une longue période d'inactivité depuis 2018. Et depuis le 22 octobre, le compte partage régulièrement des messages liés à Bitcoin, suscitant quelque part des spéculations sur l'identité de son propriétaire et des motivations réelles à son propos. Et bien que cette révélation soit attendue avec impatience, elle suscite quand même un scepticisme généralisé autour de la communauté crypto parce que les publications du temps ont été remises en question. On a pris tel pour Satoshi, l'autre pour Satoshi, etc. Enfin, on a fini par se décourager de tout ça. Et même si le prétendant semble avoir une connaissance approfondie de Bitcoin, des personnalités notables telles que l'analyste Adam Koran et la plateforme d'échange crypto Kraken ont émis des avertissements contre le fait de cliquer sur les liens partagés sur les comptes Satoshi, ajoutant ainsi un élément de confusion à l'histoire. Donc, soyez hyper prudents parce que sur ce genre de compte, parfois, vous pouvez trouver, si jamais c'est un malade mental là qui veut vous aspirer tous vos actifs, vous risquez de voir parfois des liens qui vous demandent de faire ceci, cela et après, vous sentez juste que votre portefeuille s'est fait vider, lyncher et du coup, vous vous sentez là en train de vivre un coup de douleur, quoi. Et pour l'actualité suivante, c'est le cas du Canada et comme d'autres pays qui cherchent à réglementer le monde des crypto-monnaies parce que euh, on pourrait constater un frein de l'innovation dans un secteur en constante évolution de leur côté et eux aussi veulent donc se hâter à voter quelque part ou à établir quelque part le cadre qui va permettre une circulation de ce produit-là sur le territoire. Déjà que les autorités canadiennes en valeur mobilière ont annoncé de nouvelles directives concernant les crypto-monnaies à valeur référencée telles que les stablecoins. Toutefois, ces mesures pourraient limiter la liberté des investisseurs et asphyxier l'innovation au sein de l'industrie. Pourquoi? Puisque les émetteurs adossés à des crypto-monnaies doivent désormais respecter des conditions précises pour continuer à opérer leurs activités. Je ne me trompe pas, Binance avait retiré son contrat là-bas, je ne sais plus trop, mais je sais que le cadre à peu près il est un peu rigide, bien qu'il veut s'ouvrir, il s'ouvre un peu là avec la canne, quoi. C'est un peu torturant. Donc pour euh, l'actualité suivante, c'est celle de la FCA enfin, c'est celle de la FCA. La FCA a étendu sa réglementation pour inclure les, les fournisseurs de services de crypto-actifs. Elle a essayé d'élargir le truc, quoi. Et quelle que soit leur situation géographique, elle demande à ceux-ci, en tout cas, de se plier à ces réglementations-là pour pouvoir agir sur leur territoire. Et elle a même ajouté que elle a ajouté 145 sociétés d'actifs numériques, y compris les échangeurs comme HTX, notamment Huobi, anciennement connu sous le nom de Huobi, et KuCoin apparemment, enfin, et KuCoin. Et ceci, ce sont des échangeurs qui ont été ajoutés à sa liste d'avertissements.
Et en disant sa liste d'investissement, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises impliquées dans les opérations de crypto-monnaies doivent être enregistrées auprès de la FCA ou avoir obtenu une autorisation provisoire d'exploitation. Et le non-respect de ces réglementations peuvent entraîner des conséquences graves, y compris des amendes et même des poursuites judiciaires, de telle sorte que ceux-ci se retrouveraient parfois soit gelés de leur compte totalement ou même encore conduits en justice d'une certaine manière. Et KuCoin et Huobi ont répondu quelque part en affirmant qu'ils se conformeraient aux lois et réglementations dans chaque pays où ils opéreront. Et ça, c'est déjà aussi une bonne chose. Pour la dernière actualité, le marché des crypto-monnaies continue de se liquider et la capitalisation totale du marché a glissé de près de 1% à 1,07 milliard de dollars. Les crypto-monnaies comme Shiba ou encore la crypto-monnaie comme Shiba a également subi des pertes au fur et à mesure que les profits se sont ensuivés et pendant le niveau de 0,507 centimes. Et encore que à la suite de l'assaut des ours, c'est-à-dire au moment où les ours se sont lancés sur le produit, ce qui lui a permis d'atteindre ou de chuter non pas de chuter, mais de remonter jusqu'au creux de 0,4067 centimes en octobre 2000, en octobre ou encore le 8 octobre. Le 8 octobre. Cependant, malgré la baisse des prix observés pour Shiba, les données en chaîne de sentiments contiennent une indication intéressante pour son réseau. Et selon Into the Block, Shiba Inu a enregistré 4,48 milliards de Shiba en volume de transactions au cours des dernières 24 heures, ce qui peut indiquer une activité commerciale réelle. Mais il faut quand même toujours prendre en compte les possibilités de méfiance sur le réseau. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, abonne-toi et ciao.